Sahel démarre maintenant votre principale édition d'information de la soirée. Installez-vous confortablement. Voici les titres de ce journal. Agriculture, 2 projets structurants lancés pour l'Afrique centrale. Le ministère de tutelle mobilise partenaires et institutions régionales, dont la FAO et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour renforcer les systèmes alimentaires. Au Cap Esterias, 50 migrants clandestins interceptés en mer. Après 4 jours d'errance, l'opération menée par la gendarmerie nationale met fin à une traversée à haut risque au large de Libreville. Réseaux sociaux entre liberté d'expression et dérive. Des plateformes devenues incontournables dans le débat public, mais dont l'usage soulève de plus en plus d'inquiétudes. C'est d'ailleurs le dossier de ce journal. Mercredi décembre, les catholiques entrent en carême. La communauté chrétienne catholique marque le début des 40 jours de préparation spirituelle vers Pâques. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Ravi de vous savoir nombreux devant vos écrans ce soir, un peu comme chaque soir. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite au Palais Rénovation. Dans le cadre de la réalisation d'un projet d'envergure dans le domaine énergétique, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience plusieurs entreprises. Les détails des discussions avec nos confrères de la communication présidentielle. L'amélioration du réseau électrique dans notre pays continue de préoccuper les plus hautes autorités qui ne ménagent aucun effort pour multiplier les solutions en vue de soulager la population. C'est à nouveau l'intérêt de la visite au Palais Rénovation des entreprises Wärtsilä, Melec Powergen ainsi que Africa 50. Une séance de travail au cours de laquelle ces entreprises mobilisées sur un projet majeur dans le domaine énergétique ont réaffirmé leur engagement à œuvrer aux côtés des autorités gabonaises pour soulager les besoins en électricité dans notre pays d'ici 2028. Nous sommes présents au Gabon depuis plus de 20 ans avec 50 MW installés dans le pays. Donc c'est un partenariat de long terme pour Wärtsilä. Et l'audience présidentielle aujourd'hui était prévue pour discuter d'un nouveau projet, le projet Orinco de 125 MW à Libreville, développé avec nos partenaires GPC, Melec Powergen et Africa 50. Ce projet est prêt à démarrer la construction. Nous avions besoin aujourd'hui de discuter de la garantie de paiement avec le gouvernement gabonais. Projet majeur estimé à plusieurs milliards de nos francs et qui, en plus d'apporter des solutions aux problèmes d'énergie, envisage la création d'emplois et bien d'autres débouchés positifs. Plus de 100 milliards d'investissements qui vont aller directement donc, dans la commune d'Ovendo. Il y aura beaucoup de création d'emplois liées à la construction de cet ouvrage. Et naturellement, une fois que cet ouvrage va être réalisé, voilà, on peut s'attendre à vraiment une amélioration donc, des conditions de vie de la population gabonaise. Donc nous, on s'est associé avec Wärtsilä. Wärtsilä, c'est un géant, un fabricant de moteurs qui a plus de 70 gigawatts installés un peu partout dans le monde. Ils sont présents au Gabon depuis 1977. Donc c'est un partenaire stratégique avec lequel nous souhaitons continuer la collaboration à GPC, mais aussi au Gabon. Au cours de cette audience, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réitéré sa volonté ferme de voir aboutir ce projet en vue d'améliorer significativement le quotidien des Gabonais déjà exaspérés par ce déficit en électricité, tout en donnant les garanties nécessaires de la partie gabonaise. Il est enfin de mandat à la tête du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, basé à Libreville. Abdou Abari a été reçu par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'économie de la rencontre avec nos confrères de la communication présidentielle. Après 3 années et demie marquées par une intense activité diplomatique au Gabon et dans la sous-région, Abdou Abari a achevé sa mission. Nommé en août 2022, le diplomate nigérien à la tête de l'UNOCA aura accompagné une période charnière de l'histoire politique de notre pays, marquée par la transition institutionnelle et les perspectives d'un nouveau cycle républicain. À l'occasion de la fin de son mandat, il a été reçu par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour faire le point sur sa mission couvrant la période d'août 2022
à février 2026, un bilan jugé positif au regard des points abordés. Je suis venu très sincèrement remercier le président de la République et à travers lui l'ensemble du peuple gabonais pour le soutien qui a été apporté au système des Nations Unies pendant mes 3 ans et demi de mandat. Je suis arrivé au Gabon en août 2022. J'ai trouvé un Gabon qui était dans un processus politique, une année préélectorale, et j'ai eu la chance également de voir depuis le 30 août comment est en train de se bâtir ce Gabon nouveau. Grâce à la maturité du peuple gabonais, grâce au leadership du président Oligui, aujourd'hui le Gabon est sorti de la transition politique. J'ai saisi cette occasion pour très sincèrement encore renouveler mes sentiments de gratitude au président de la République et l'encourager à poursuivre dans cette dynamique de construction d'un Gabon de paix, de stabilité et de prospérité. Durant son mandat, Abou Abari, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA, aura œuvré pour le raffermissement des relations diplomatiques, au dialogue politique et à l'accompagnement des réformes engagées qui ont abouti à l'édification de la Ve République. Son départ intervient dans un contexte stratégique pour le Gabon. Le pays amorce une nouvelle étape de son évolution institutionnelle porteuse d'espoir et de défis pour l'avenir démocratique. Ce dernier a reçu un présent du chef de l'État gabonais en reconnaissance de son engagement en faveur du retour à l'ordre constitutionnel. Et toujours au Palais Rénovation, dans le cadre des consultations régulières, l'ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Moriès, a évoqué des sujets de coopération mis en lumière lors du séjour du président français à Libreville en novembre 2025. Les précisions dans cet élément. Cette audience avec le diplomate français s'inscrit dans le cadre du suivi de la trajectoire du nouveau partenariat établi entre le Gabon et la France à l'occasion du récent séjour du président français Emmanuel Macron. Ces échanges reposent sur un partenariat gagnant-gagnant, notamment dans les domaines économiques. Il met un accent particulier sur la transformation locale à 100% du minerai de manganèse d'ici à 2029, conformément à la décision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République, chef du gouvernement, pour aborder les différents points de la relation bilatérale, faire un point comme nous le faisons régulièrement sur les suites de la visite du président de la République Emmanuel Macron ici à Libreville fin novembre. Donc nous avons abordé les différents points qui sont habituellement évoqués dans ce cadre, en particulier le sujet de la transformation du manganèse et de la société Comilog. Et nous avons évoqué les autres sujets économiques en faisant un bref tour d'horizon de la visite et de l'état de la relation bilatérale qui, comme j'ai coutume de le dire, ne comporte aucun nuage. Cette nouvelle dynamique vise à stimuler le développement des compétences nationales, à encourager l'émergence d'un tissu industriel solide et à favoriser une croissance inclusive et durable avec en ligne de mire des milliers d'emplois pour les Gabonais. Cette coopération stratégique entre le Gabon et la France entrevoit des perspectives durables avec le groupe français Suez, sollicité dans la fermeture progressive sécurisée et la réhabilitation de la décharge saturée de Mindoubé, sans oublier la collaboration visant à améliorer les services d'eau potable, par exemple, et bien d'autres. Je voudrais juste faire référence à l'annonce qui a été faite il y a à peu près une semaine, 10 jours, par le vice-président du gouvernement que ce serait Suez qui serait sondé et sollicité pour régler le problème de la décharge de Mindoubé. Comme vous le savez, Suez est également impliqué pour aider la SEG dans son versant de distribution d'eau. Le Suez est déjà à pied d'œuvre. J'espère que nous pourrons avoir des résultats très bientôt. La semaine dernière, j'ai accompagné ici une société minière française qui s'appelle Elling. Son PDG et son actionnaire principal, M. Bouygues, étaient à Libreville la semaine dernière et je crois qu'il a pu rencontrer le président. Ce sont deux exemples parmi bien d'autres d'un nouveau dynamisme de la relation économique franco-gabonaise. Les consultations régulières
régulière entre la France et le Gabon marque une étape importante dans l'évolution des relations bilatérales. Désormais, l'accent est mis sur une approche gagnant-gagnant fondée sur le respect mutuel de la souveraineté et des intérêts stratégiques de chaque État, une coopération économique axée sur la diversification, l'industrialisation et la transformation locale des ressources naturelles et le renforcement des échanges dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la transition écologique. Et de l'autre côté, en face du palais Rénovation, c'est la vice-présidence Alexandre Barrault-Chambrier, le vice-président, a accordé une audience au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Gabon. Cette première rencontre officielle a permis aux deux personnalités d'échanger autour des axes majeurs de coopération bilatérale entre Libreville et Tokyo. Aline Maxime Dila, Eric Bellé, Fréjus Ameke Kenza. L'audience accordée par le vice-président de la République à son Excellence Ando Osho, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Gabon, a été l'occasion de revisiter les solides liens de coopération unissant Libreville et Tokyo. Les échanges ont notamment porté sur plusieurs axes prioritaires de collaboration, en particulier dans les domaines du développement économique, du soutien aux projets structurants et du transfert d'expertise. Les premiers jours ici à Libreville, j'ai eu un échange sur la potentialité du renforcement de nos relations bilatérales, surtout dans le domaine de l'économie, et en promouvoyant la possibilité des investissements directs du secteur privé japonais ici au Gabon. La question des investissements japonais dans notre pays a occupé une place importante au cours des discussions traduisant la volonté commune des deux parties d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat au service de la diversification de l'économie nationale et de la création de valeur. Cette entrevue réaffirme l'engagement partagé du Gabon et du Japon à consolider une coopération dynamique tournée vers l'avenir et porteuse de perspectives prometteuses pour les deux nations. Cette fois, c'est l'ambassadeur d'Espagne qui a été reçu par le vice-président Alexandre Barrault-Chambrier au menu des échanges des relations bilatérales entre Libreville et Madrid. L'ambassadeur d'Espagne au Gabon reçu par le vice-président de la République, Alexandre Barrault-Chambrier. Globalement, des civilités et la traduction de la considération de son pays à l'égard du Gabon. Cet échange fut aussi l'occasion de revisiter l'ensemble des accords liant les deux États et ce en perspective. Le diplomate n'a pas manqué de garantir la volonté continue et manifeste de Madrid à coopérer avec Libreville afin de maintenir et consolider la qualité fraternelle des rapports qui unissent les deux pays. Et ça a été un entretien énormément productif, très positif, et on a eu l'occasion d'exprimer les liens qui servent la relation bilatérale entre l'Espagne et la République gabonaise, et l'espoir et le désir de faire des choses ensemble. La qualité des échanges du jour confirme l'intérêt et la volonté des autorités espagnoles, tout comme plusieurs autres représentations diplomatiques accréditées à Libreville, de maintenir et préserver jalousement les relations avec le Gabon. Et de son côté, le vice-président du gouvernement Herman Imongo a présidé ce matin une séance de travail réunissant les membres de la commission tripartite mise en place par le gouvernement il y a quelques semaines. Au terme de cette rencontre, il ressort que le chronogramme établi sera respecté conformément aux engagements pris vis-à-vis des partenaires sociaux du secteur éducation. Frédéric Yenda Mukula, Francis Ifunda, Peter Manfumbi Mwandimbu, Alain Serge Eyene. Le point. Cette rencontre a permis aux membres du gouvernement de faire le point de situation sur les engagements pris par l'État lors des discussions avec les partenaires sociaux. Nous nous sommes engagés pour un cadrage budgétaire tout au long de l'année. Et chaque mois, les ratios indiqués par mois seront effectivement respectés par la direction de la SON. Les premiers bons de caisse seront effectifs dès le 24 du mois. Je peux rassurer la communauté éducative que ce sur quoi le gouvernement s'est engagé pour le mois de février seront effectivement respectés. D'autres cas feront l'objet
l'objet d'un suivi mensuel jusqu'au traitement total de 4000 régularisations des situations administratives et de mise en solde des sortants écoles et bénévolats. Les ratios qui ont été indiqués seront effectifs pour le 25 février, aussi bien pour ceux qui doivent rentrer en point salaire et les avancements automatiques qui doivent passer ce mois. Et les prises en compte effectives et des régularisations des situations administratives et des primos entrant en solde, aussi bien en pré-salaire qu'en recrutement direct, seront effectifs pour ce mois. À travers cet acte, le gouvernement réaffirme sa volonté de trouver des solutions durables aux préoccupations des agents de l'État et particulièrement ceux de l'éducation nationale. Reçu cet après-midi par le président de la Cour constitutionnelle, Marlène Fabienne Essola Efoutam. Au cours des échanges, la juriste a salué le travail accompli par la haute juridiction. Durant la période de transition, elle s'est dite disposée à œuvrer pour l'intérêt de la nation. Doris Krozonkolozie, Keshan Sam Kousou Kanoa. Palais de la Constitution dans la salle Eugène Amogo. Maître Marlène Fabienne Essola Efoutam, juriste et actrice politique gabonaise, est reçue en audience par le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abaowono. Autrefois parmi les figures de l'opposition, elle salue le travail accompli par la haute juridiction durant la période de transition et exprime sa disposition à œuvrer pour la construction d'un Gabon nouveau. C'était l'occasion depuis la dernière élection présidentielle sous la transition de nous voir, de nous parler, l'occasion pour moi de présenter aussi mes vœux, l'occasion pour moi de revenir un peu en tant que fille du Gabon, en tant que celle qui a décidé aussi de s'engager en politique, au-delà de tous les décors dans lesquels cela s'est déployé, et bien de revenir un peu dans ce contexte surtout de paix, de paix sociale, parce qu'il y a un temps pour tout, il y a eu un temps pour ces élections où chacun s'est déployé au mieux de ses frustrations, ses colères, son projet surtout. Et aujourd'hui, de dire que nous sommes tous Gabonais et nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation et pour nos compatriotes. Et j'ai été très bien reçue. J'ai eu cette réceptivité de la part de la Cour constitutionnelle du Gabon, notamment de la part du président et de ses collaboratrices. Il y a un fait indéniable, c'est qu'on est tous Gabonais et qu'on se bat pour notre pays, le Gabon, on se bat pour l'état de droit et on fait tout pour que cela prospère. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abaowono, a pour sa part rappelé la mission fondamentale du Palais de la Constitution. Dire le droit dans l'intérêt du peuple. Un engagement des juges constitutionnels que Marlène Fabienne Essola Efoutam affirme vouloir soutenir au service de l'état de droit et de l'intérêt national. Activité des membres du gouvernement à présent, d'abord avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural qui a procédé au lancement conjoint de 2 projets structurants destinés à renforcer les systèmes alimentaires en Afrique centrale en présence du coordinateur du bureau sous-régional FAO Afrique centrale, vice-président de la commission de la CEMAC, des partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs du monde agricole. Jaurès Edundon, Richard Moubiwa Massessé. Ce double lancement marque une étape importante dans la mise en œuvre de politiques agricoles innovantes orientées vers la résilience des systèmes agroalimentaires, l'amélioration de la production locale et le renforcement dans la sous-région. Vous savez que la région d'Afrique centrale est de plus en plus urbanisée, c'est-à-dire on a plus de populations vivant en milieu urbain qu'en milieu rural et qu'il faut nourrir les villes. Il s'agit de faciliter et de dynamiser le commerce régional de ces produits animaux en améliorant la fluidité des flux commerciaux afin de contribuer durablement au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que celle de l'intégration économique entre les États membres de la CEMAC. Cet atelier témoigne de la solidité du partenariat entre le gouvernement gabonais et les institutions régionales autour d'une ambition commune, renforcer durablement la sécurité alimentaire. Ces 2 projets s'inscrivent pleinement dans la politique prônée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui veut que les systèmes alimentaires désormais constituent le socle de la transformation économique du Gabon. Et pour nous, il témoigne de la solidité
du partenariat entre le gouvernement gabonais, les institutions régionales et nos partenaires techniques, notamment la FAO, autour d'une ambition commune, celle de renforcer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle économique de nos populations. Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique sous-régionale visant à faire de l'agriculture un véritable levier de développement durable et de souveraineté alimentaire pour l'Afrique centrale. Une délégation de la haute autorité de la communication reçue par le ministre de la Communication et des Médias. Objectif, faire la lumière sur la suspension des réseaux sociaux par la HAC suite aux nombreuses dérives numériques enregistrées. Patrick Simango et Terence Langa et Di Sorel Yakunda. Dans le prolongement de la décision de la haute autorité de la communication de suspendre les réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre, suite aux dérives susceptibles d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions, voire mettre en péril l'unité nationale, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biaoudjo, a reçu à son cabinet pour en parler une délégation des conseillers membres de la HAC conduite par Roger Mebangmeze. Il ne s'agit pas de la coupure d'Internet, mais plutôt de la suspension à titre conservatoire des réseaux sociaux en entendant de refixer les règles du jeu et de rationaliser l'usage des réseaux sociaux dans notre pays. Le ministre de la Communication et des Médias a saisi cette opportunité pour marquer la solidarité du gouvernement envers la HAC, qui est un organe de l'État. En deuxième heure, le ministre Germain Biaoudjo s'est entretenu avec le vice-président UDB France, Firmin Nguema, venu féliciter le ministre Biaoudjo, également vice-président de l'UDB, pour sa nomination à la tête de ce département stratégique. Les deux vice-présidents de l'Union démocratique des bâtisseurs ont analysé ensemble l'actualité nationale avant de se féliciter de la bonne tenue de l'UDB France représentant la diaspora. Le parti est en train de s'implanter. Vous êtes sans ignorer que l'Union démocratique des bâtisseurs a largement remporté l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et les deux députés de la diaspora sont aussi membres de l'Union démocratique des bâtisseurs. Maintenant, il nous faut continuer de travailler, continuer de veiller à ce que les conditions de vie des compatriotes soient toujours prises en compte par le gouvernement. Les deux vice-présidents de l'Union démocratique des bâtisseurs, Firmin Nguema et Germain Biaoudjo, se sont séparés dans l'espoir de se retrouver sous peu. Et voilà qui ouvre le dossier de ce journal. La décision de la haute autorité de la communication de suspendre les réseaux sociaux au Gabon jusqu'à nouvel ordre suscite incompréhension et même colère au sein de la population. Bienvenue Nelkem et Andy Minsa ont recueilli quelques avis suivants. La haute autorité de la communication décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. La nouvelle est tombée comme un couperet. En sillonnant les artères de la capitale gabonaise, on constate la déception des riverains suite à la déclaration de la haute autorité de la communication. La Constitution gabonaise nous donne droit à la liberté d'être informé, à la libre expression. Donc les autorités ont leur raison. Nous n'allons pas peut-être aller à l'encontre de leur raison, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une entrave à la liberté fondamentale individuelle de chaque citoyen dans un pays. Les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose. Une bonne chose parce qu'à travers le monde, nous pouvons nous communiquer. Mais le comble, le mauvais côté des réseaux sociaux, parce que tout le monde fait de n'importe quoi. À travers les réseaux sociaux, nous diffamons. Les réseaux sociaux, c'est aussi une forme d'employabilité. Et les gens vivent à base des réseaux sociaux. Mais on coupe ça. Ça veut dire que les jeunes retournent encore au chômage. Moi, je ne suis pas fier de ce qu'ils veulent faire. Les familles estiment que la communication rapide avec leur progéniture qui étudie à l'étranger deviendra difficile. Ça ne m'arrange pas du tout. Premier lieu de les enfants qui apprennent au Cameroun. La communication, c'est la base de toute chose. Et quand nous suspendons les réseaux sociaux, nous allons faire comment? Nous n'avons pas les moyens. Pour appeler au Cameroun, un appel normal pour causer avec une famille, il faut avoir minimum 5 000, 10 000. Par contre, si j'appelle par WhatsApp, Facebook, et c'est moins cher. Certains vendeurs expriment aussi leur indignation de ne plus pouvoir procéder à la vente en ligne. Est-ce qu'on a pris en compte le fait que beaucoup de Gabonais aujourd'hui
aujourd'hui vivent de leur présence sur les réseaux sociaux. Nos humoristes, nos commerçants, aujourd'hui c'est la publicité numérique qui passe. Très peu de gens ont encore des magasins qui ont pignon sur rue. J'ai constaté que depuis 9h ou 10h, on a coupé Facebook, on a coupé TikTok, on a coupé YouTube, qui sont justement les organes utilisés pour véhiculer les publicités. Je trouve normal qu'un État veuille réguler la manière dont la population communique. Mais la suspension définitive ou à durée indéterminée, sans explication et sans mesure de préparation de la population, je trouve que c'est mal fait. En ce moment, c'est à travers des réseaux qu'on reçu déjà avoir des boulots. Si on supprime des réseaux, c'est comme si on avait directement enlevé le cœur de tout un chacun, en fait, la vie des gens, quoi. S'il y a des gens qui veulent publier, comme une personne comme moi, je fais la menuiserie. Si je fais mon œuvre, j'ai forcément le droit de publier et forcément c'est ce qui va attirer les clients. Comme on peut le constater dans les différentes interventions, la décision de la HAC crée une situation de mécontentement. La suspension des réseaux sociaux annoncée par la Haute Autorité de la Communication n'est pas sans conséquences sur l'activité économique. Elles sont nombreuses, ces entreprises et initiatives de tout genre qui font vivre des familles et tourner l'économie nationale. L'opinion s'interroge donc alors sur l'avenir de ces PME du numérique face à une telle décision. Le regard de Lariska Lorma Mengi Osaga. Autorité de la communication. Quel impact économique après cette suspension des réseaux sociaux annoncée nuitamment par la Haute Autorité de la Communication? La question vaut son pesant d'or, car ils sont nombreux ces Gabonais qui, à cause de cette décision, viendront grossir les rangs des chômeurs. Ces dernières années, la vente en ligne, les créateurs de contenu, mais aussi les médias du numérique, autant d'initiatives qui génèrent des revenus et font vivre des milliers de familles. Des PME qui fonctionnent via les réseaux sociaux sont légion. Même les entreprises physiques ont compris la puissance des réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre. La preuve, aujourd'hui, même les administrations ont des pages Facebook, des comptes TikTok. Il y a même des grandes enseignes qui mettent à disposition de leurs clients l'application WhatsApp pour un entretien et une prise en charge personnalisée, pragmatique et expéditive. Avec cette suspension dont on ignore encore la durée, la probabilité que plusieurs mettent la clé sous le paillasson est inévitable. Les dégâts que cela pourrait engendrer, incalculables. Face à ce tableau sombre, qui est d'ailleurs très loin de présenter la moitié du problème, l'on est en droit de se demander quel avenir pour ces entreprises du numérique. Quel impact social et économique au moment où même l'administration fiscale est en train de mettre en place des outils de recouvrement de taxes et autres mécanismes via les réseaux sociaux pour impacter, sensibiliser. Tout en reconnaissant et fustigeant l'utilisation inappropriée des réseaux sociaux par des individus qui sont généralement très loin de mesurer le caractère nuisible de leurs actions, une partie de l'opinion se demande si cette mesure n'est pas un peu trop fort de café. N'existe-t-il pas des moyens d'encadrer au mieux l'utilisation de ces plateformes numériques sans mettre en péril des emplois, fragiliser des initiatives qui apportent et qui participent à l'attractivité de notre économie? En tout cas pour l'heure, le vin est tiré, il faut le boire. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes essentielles pour l'expression citoyenne. En incarnant la liberté d'expression, ils offrent à chacun une voix. Néanmoins, cette liberté est mal utilisée, engendrant souvent des dérives regrettables. Eric Nzengi Badinga Mwanjok. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans notre ère moderne. Ils sont les nouvelles tribunes citoyennes pour partager des idées. Mais cela nécessite responsabilité et respect mutuel. Il s'agit de bâtir une communauté où l'expression libre rime avec dignité. Les réseaux sociaux deviennent l'opium du peuple. Bien qu'ils permettent de diffuser des idées et d'encourager le dialogue, ils sont aussi le terreau d'abus variés. Il y a une overdose d'informations. Trop de mensonges peut conduire à la désinformation. La facilité de publication incite certains à attaquer sans fondement. Des propos injurieux ou violents surfent sur cette vague de liberté. Les réseaux sociaux ne doivent pas être le prétexte pour fouler au pied la dignité des individus. Certains négligent ce principe essentiel. Un débat constructif nécessite respect et courtoisie, même en cas de divergence d'opinion.
Et notre rédaction revient sur la notion de liberté d'expression, droit fondamental pour tout citoyen et le libertinage numérique. Esmine Kayumba. L'article 14 de la Constitution gabonaise garantit aux citoyens l'égal accès à l'information. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de communication et de presse. Le citoyen gabonais exerce alors son droit à l'accès et à la diffusion de l'information, quel qu'en soit le support. Cependant, elle n'est pas absolue, cette liberté d'expression. Elle s'arrête là où commence l'abus, c'est-à-dire la diffamation, l'injure ou l'incitation à la haine. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, cette liberté d'expression est assimilée à la liberté de tout dire, sans respect des autres ni des lois. Des dérives qui prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux, d'où l'expression le libertinage numérique. Les réseaux sociaux sont devenus un théâtre d'indécence généralisée. Certains créateurs de contenu vont jusqu'à publier des vidéos et des images à caractère privé sans aucune autorisation. Tout ceci pour un maximum de vues. Tout est possible pour créer un buzz, heurtant ainsi la sensibilité des autres internautes. La liberté d'expression disparaît peu à peu, laissant place au libertinage numérique. Et ce, malgré des multiples rappels à l'ordre de la haute autorité de la communication. La décision de suspendre les réseaux sociaux pendant une durée indéterminée est mal perçue par l'opinion publique qui voit en cela une atteinte aux droits fondamentaux. Mais alors, comment garantir une liberté responsable sans affaiblir le principe même de liberté? La question demeure. Suffit-il d'être présent sur les réseaux sociaux pour s'attribuer le titre de lanceur d'alerte, d'activiste, de journaliste social ou d'influenceur? Au micro d'Alain Richard Zambazinga et Rick Mokoko, le sociologue des médias, par ailleurs enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo, Ricky Ngema Eyi revient sur la définition de ces concepts. Un lanceur d'alerte, c'est un citoyen qui a connaissance d'un danger, d'un risque ou d'un scandale plus ou moins avéré et qui lance un signal à la population en espérant justement un soulèvement populaire ou une prise de conscience de la population. Ça, c'est un lanceur d'alerte. Maintenant, un journaliste citoyen, c'est un citoyen qui n'a pas forcément une carte de presse. On peut dire ça comme ça. Il n'a pas une carte de presse, il ne travaille pas pour un média spécifique, reconnu. Il estime qu'en tant que citoyen, il a le droit d'informer la population de telle ou telle situation. Il se donne ce droit-là d'informer la population. Sauf que les informations qu'il diffuse sont-elles toujours vérifiées? Sont-elles toujours vraies? Les sources de ces informations sont-elles toujours fiables? C'est là le problème. Voilà. Pour ne pas verser dans le Congo sable, j'ai entendu dire que, et puis je diffuse l'information, mais vous ne savez pas si cette information est vérifiée. J'ai reçu un document, je le partage, mais vous ne savez pas si le document est authentique. Vous partagez un document que n'importe qui aurait pu fabriquer dans sa chambre. Vous comprenez? Donc vous ne savez pas si le document est authentique, mais vous le partagez quand même sous prétexte que vous faites du journalisme citoyen. Ce qui est un tout petit peu dangereux selon moi. On peut être influenceur sans être activiste. Et on peut être activiste sans être influenceur. Un activisme, bon, l'activisme c'est d'abord, ça peut être l'activisme politique. C'est un citoyen engagé pour une cause. C'est ça l'activisme, il est engagé pour une cause. Et ça peut être une cause notamment politique, principalement politique. D'ailleurs tout est politique. Mais l'activiste va utiliser des méthodes quelquefois brutales, quelquefois violentes. Il sera virulent dans son propos, dans son discours. Pas forcément, il ne prend pas forcément les armes, mais rien que dans son discours, il n'est pas forcément très policé. Il est, on va dire, un peu virulent, un peu violent, un peu impertinent. Et il dérange. Voilà, ça c'est l'activiste politique. Maintenant, l'influenceur, on voit sur les réseaux sociaux, n'importe qui se lève un matin et prétend être influenceur parce que bon, on a quelques vues, on a des likes, on a des gens qui partagent nos vidéos, on pense être un influenceur. Bon, maintenant, on influence qui exactement? On ne sait pas. Et pour comprendre tout cela, Martial Chibinda vous donne rendez-vous à 21h pour un plateau spécial. Ce sera juste après ce journal.
Le ministre du Commerce, des PME, PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes en sa qualité de président du Comité national de facilitation des échanges a procédé ce jour à l'installation des membres du secrétariat technique permanent du Comité national de facilitation des échanges. L'événement s'est déroulé au Conseil gabonais des chargeurs en présence des cadres des administrations publiques et des principaux acteurs du secteur privé. Esmine Kayumba Medarengeng. Le projet Proxigab, porté par le ministère du Commerce dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, constitue le principal point évoqué lors de cette rencontre entre le ministre du Commerce et le président de l'autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée. En fait, Proxigab, c'est une plateforme que nous sommes en train de mettre en place pour promouvoir l'entrepreneuriat national. D'abord pour la structuration, la sous-traitance, ensuite la captation de financements internationaux et nationaux, et également donner la possibilité à nos jeunes de pouvoir se déployer et d'aller réellement sur le champ de bataille bien formé. La mise en place de ce projet numérique implique la manipulation et le traitement des données à caractère personnel dans sa phase opérationnelle, d'où la nécessité pour le ministre du Commerce d'avoir saisi la PDPVP pour mieux cerner les conditions de traitement et d'exploitation des dites données. Il nous a donné des conseils constructifs avec lesquels on va pouvoir travailler. Parce qu'il faut dire quand même que nous puissions mettre des plateformes numériques en place. Déjà, je dois travailler avec le ministère de l'économie numérique, donc mon collègue. Ensuite, il y a la NINF également. Et je devrais éventuellement revenir ici pour la protection des données à caractère personnel. On ne peut pas utiliser des données d'une entité, d'une personne, sans pour autant qu'il y ait une protection derrière. Et c'est cette entité qui protège justement ces données-là. Saisie par le ministère du Commerce, l'autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée a rappelé que le traitement des données personnelles doit être conforme aux dispositions légales en vigueur. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même. Il s'agissait plutôt d'une rencontre entre la PDVP et le ministre du Commerce. Revenons sur cette actualité. Le ministre du Commerce, des PME, PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes en sa qualité de président du Comité national de facilitation des échanges a procédé ce jour à l'installation des membres du secrétariat technique permanent du Comité national de facilitation des échanges. L'événement s'est déroulé au Conseil gabonais des chargeurs en présence des cadres des administrations publiques et des principaux acteurs du secteur privé. Esmine Kayumba Medarengeng. L'installation officielle de ce bureau du Comité national de facilitation des échanges intervient au moment où le pays envisage des réformes structurelles en vue de simplifier et moderniser les procédures transfrontalières pour renforcer la fluidité commerciale et réduire les coûts logistiques. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, engagé à restaurer le pouvoir d'achat des Gabonais, nous avons le devoir de mettre pleinement en œuvre les dispositions de cet accord. Cette action s'accompagne des mesures récentes du gouvernement, telles que la suspension des droits et taxes à l'importation, y compris la TVA sur certains produits de première nécessité. La mise en place de ce comité répond à un besoin, celui de renforcer la gouvernance du commerce extérieur. Les travaux récents entre l'administration et le secteur privé, sous l'égide du Conseil gabonais des chargeurs, ont montré qu'il était indispensable de disposer d'un organe technique permanent et opérationnel. Pour le directeur général du CGC, la facilitation est aujourd'hui considérée comme un impératif de croissance. Pour avoir une facilitation des échanges et comprendre les difficultés auxquelles nous faisons face, ce levier devient indispensable pour réduire les coûts et les délais de passage. La nouvelle équipe installée aura désormais la lourde mission de faire aboutir les réformes et d'exercer leurs tâches avec rigueur, collaboration et le sens de l'intérêt général. Au cabinet de travail du ministre de la Santé, c'était une séance de travail avec les experts de la vice-présidence du gouvernement ainsi que ceux des ministères de l'économie et de la planification, l'intérieur également. Il était question d'évaluer le niveau d'avancement du projet d'appui budgétaire au secteur de la santé. Doris Crozon-Colozier, Pierre Claver et Labi Yogué. Améliorer les structures de soins de santé de base, développer l'office pharmaceutique national et renforcer la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, tout en consolidant le système national d'information sanitaire, les objectifs spécifiques du projet budgétaire du secteur de la santé. Sur l'ensemble donc de ces trois objectifs, le projet est juste en train de démarrer les études techniques et
architecturales qui vont permettre de disposer des dossiers d'appel d'offres pour lancer les appels d'offres en vue de la réhabilitation et ou de la construction des structures de santé ciblées, y compris bien entendu les entrepôts pour l'Office pharmaceutique national et aussi le Centre national d'information sanitaire qui doit être mis en place. Un projet jugé prioritaire par le gouvernement qui entend moderniser l'offre de soins et garantir un meilleur accès aux services de santé pour les populations. C'est un projet qui est financé par la Banque arabe au développement économique en Afrique, qui est un projet qui vise le renforcement de la santé communautaire, c'est-à-dire le développement des structures de santé au contact direct des populations, notamment les plus reculées, notamment la construction et la réhabilitation des dispensaires sur l'ensemble du territoire gabonais. Équité, solidarité et justice sociale, ce sont les valeurs défendues par le ministère de la Santé à travers cette initiative structurante. Un atelier national de validation des données sur les IST et VIH-Sida au Gabon se tient du 18 au 20 février 2026 au siège du programme national de lutte contre les IST et le VIH-Sida. Soutenu par le système des Nations Unies, le Fonds mondial vise à analyser les écarts entre performance programmatique et cible nationale, mais aussi réactualiser les chiffres concernant les IST et VIH au Gabon. Fernande Vessiana-Zanvé, Gérard Magnagna. Ils sont pour la plupart médecins venus de plusieurs provinces pour assister à cet atelier national de validation des données sur les IST et VIH-Sida au Gabon. Les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le sida, ONU-SIDA, en fin d'année 2024, indiquaient que notre pays contient 52 000 personnes vivant avec le VIH pour une prévalence nationale de 3,6%. 77% de ces personnes connaissent réellement leur statut sérologique vis-à-vis du VIH. Concernant la prise en charge, c'est 33 416 personnes vivant avec le VIH qui étaient sous traitement antiviral, soit une couverture de 64%. Avec pour objectif améliorer la qualité et la complétude des données sur le VIH, la directrice du programme national de lutte contre les IST et le sida rappelle ici la nécessité de ce type d'assises. Chaque année, le Gabon doit renseigner le rapport mondial sur la riposte au VIH, mais également renseigner le rapport sur l'évolution du VIH, de discuter de la cohérence des chiffres qui sont transmis, de les analyser, de les valider, afin de pouvoir également les transmettre à la hiérarchie, ce qui nous permet de faire un plaidoyer. Cet atelier national de validation des données sur les IST et le VIH-Sida au Gabon consolide la trajectoire vers les objectifs 95-95-95 dans la dynamique mondiale visant à mettre fin à l'épidémie VIH comme menace de santé publique à l'horizon 2030. L'auditorium de l'Université de l'École de Management de Libreville a servi de cadre au séminaire de renforcement de capacité des journalistes en intelligence artificielle, une formation organisée par le Réseau national des journalistes indépendants. Martel Kumbadiaba, Ulrich Mboutoubie, Aristide Imbomo. Sous le thème « Intelligence artificielle, éthique et responsabilité éditoriale », plusieurs journalistes indépendants venus des 4 coins du Gabon se sont réunis à Libreville ce mercredi 18 février 2026 pour une formation axée sur l'intelligence artificielle. Dans un monde où l'intelligence artificielle transforme radicalement la production et la diffusion de l'information, ce séminaire arrive à point nommé. Le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui vise à imprégner les professionnels de la communication du Gabon des potentialités, mais également des limites liées à l'usage des outils d'intelligence artificielle dans l'exercice de notre métier. Il s'agit d'un investissement stratégique, à la fois pour le présent et pour l'avenir du journalisme gabonais. Le formateur en intelligence artificielle a établi les fondamentaux de l'IA. Cette technologie fait peur. C'est là où le CONIA intervient. Vous donnez les outils à vous tous pour maîtriser et pour vous optimiser, pour être maître de l'intelligence artificielle, pour être un acteur de l'intelligence artificielle et non une victime. Aujourd'hui, seulement 3% des données africaines sont sur le sol africain. Il est temps de changer.
Il est temps d'avoir de la souveraineté, d'avoir des intelligences artificielles qui vous ressemblent et qui répondent à vos besoins. Notons qu'au cours de cette formation en intelligence artificielle, les journalistes indépendants du Gabon auront acquis plusieurs outils dans la gestion, la connaissance et l'usage de cette technologie, capable de réduire la charge de travail. La directrice générale des Affaires sociales poursuit sa mission de terrain sous le regard bienveillant du ministre de tutelle. Après l'étape du PK12, la délégation s'est rendue sur les sites d'Ozangue et d'Zerayon afin d'évaluer la gestion des biens communautaires destinés aux personnes vivant avec un handicap. Ingrid Bijoumombo, Ariel, Elena Mapita, Arnaud Mengue, le reportage. Au deuxième jour de sa descente de terrain, la directrice générale des affaires sociales s'est rendue respectivement sur les sites d'Ozangue et Nzengayong pour évaluer les biens immobiliers mis à la disposition de la communauté des personnes vivant avec un handicap depuis plusieurs années par le ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales a mis en place un organe qui s'appelle le comité de gestion des personnes handicapés, le COGES-BICOF, qui gère les biens communautaires mis à la disposition de cette frange de la population. Il était donc question pour nous d'inspecter ces différents sites afin d'identifier, inventorier et faire le point avec les locataires de ces structures qui génèrent des moyens financiers pour la prise en compte ou la prise en charge des personnes handicapées. Ce patrimoine placé sous la houlette du comité de gestion des biens communautaires des personnes vulnérables. Du côté d'Ozangue, on a un ensemble de box qui nous ont été légués par le ministère des Affaires sociales et qui sont en location. L'argent généré par ces box sert justement à traiter les problèmes auxquels les personnes vivant avec un handicap sont confrontées. Les revenus issus de ces biens immobiliers viennent s'ajouter à l'apport permanent annuel octroyé par l'État à cette couche sociale afin d'améliorer leurs conditions de vie et de renforcer leur autonomie. Double audience au ministère de la Justice. Le patron des lieux a d'abord débattu de la consolidation des différentes actions déjà engagées par l'État avec l'OIF. C'était hier, mardi, et aujourd'hui, Augustin Eman a reçu Charles Mba Oono, récemment élu juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage. On va suivre le compte-rendu de ces deux audiences avec Marlène Niel-Mbina et Varis Nutumu Prestine Ngwaiman. Parmi les différents sujets abordés avec le ministre de la Justice, l'avancée du partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie et la lutte contre la corruption. Et la question de la lutte contre la corruption est apparue comme une priorité pour le ministre et l'Organisation internationale de la francophonie a rassuré monsieur le ministre comme quoi nous allons l'accompagner dans cette mission de lutte. De lutte contre la corruption. Une succession d'audiences qui s'est poursuivie le lendemain avec maître Charles Mba Oono, venu honorer le pays suite à sa récente élection à la CCJA. Nous avons pu lui présenter le programme qui est envisagé, le programme de formation sur les techniques de financement. Et nous avons également saisi l'occasion pour lui rappeler l'activité de formation que nous avons déjà tenue avec les commissions nationales OWADA à Madagascar sur les techniques de légistique pour la production normative. Des échanges enrichissants de part et d'autre qui rappellent que le Gabon est bel et bien décidé à maintenir sa place de choix à l'international. Après 4 jours d'errance en mer, il n'y aura pas eu de miracle. Le rêve d'un avenir meilleur s'est brutalement interrompu pour 50 migrants clandestins interceptés dans la nuit du 17 au 18 février au Cap Esterias, dans le nord de Libreville. Cette interpellation est le fruit d'une opération conduite par les escadrons de la Gendarmerie nationale en collaboration avec la brigade de Cap Esterias. Elle s'inscrit dans le cadre des patrouilles intensifiées à l'initiative du commandement en chef de la Gendarmerie. Léa, Virginie, Atam, Iranga Minungani, Chrislem Maïda.
Le Gabon, longtemps considéré comme un Eldorado par les communautés amies, 50 migrants venus du Niger, du Togo et du Bénin viennent de voir leur rêve brisé. Ils ont été interceptés au Cap Esterias dans la nuit du 17 février. On a passé pour l'Algérie pour prendre les bateaux pour venir ici. C'est seulement que je connais parce que c'est la première fois que je venu. Mais on m'a trouvé hier la nuit. Je suis venu ici pour retrouver mon mari, Moussa. Selon les agents sur le terrain, ils étaient 110 au départ, 60 auraient pris la poudre d'escampette. J'ai fait 4 jours dans la route là. On a quitté l'Algérie, nous sommes 110 personnes. Voilà ce qu'on a amené ici. Dans l'autre là, ils sont déjà rentrés tout. Maintenant, ça reste ici 50. Oui, il y a 50 personnes. On est venu chercher le travail, chercher l'argent. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre des patrouilles intensifiées initiées par le commandant-chef de la gendarmerie nationale pour lutter contre l'immigration clandestine, l'insécurité et le grand banditisme. Cérémonie de lancement officiel de la piste d'audace de la garde républicaine ce matin à hauteur du groupement d'intervention parachutiste situé dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. La piste d'audace, qui contient de nombreux obstacles, vise à améliorer le système de défense de l'armée au Gabon. L'inauguration s'est déroulée en présence du commandement en chef de la garde républicaine. Arnaud Manza, Ludovic Bitegue, Aristide Momo. Sur le site du groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine, le commandant en chef de la GR, le général de brigade Antoine Balekidra, vient pour le lancement officiel de la piste d'audace. La piste d'audace est une réponse claire du chef d'État à un besoin de formation exprimé au profit des unités commando aéroportées et spécialisées de notre institution militaire. Cette piste comprend 28 obstacles repartis équitablement sur 2 phases essentielles, à savoir la piste bleue et la piste rouge, qui sont pourvues chacune de 14 obstacles. La première cuvée des moniteurs procède à une démonstration, exercice qui exige dépassement, discipline et professionnalisme. Objectif, renforcer la capacité opérationnelle de ce corps d'élite à travers l'endurance physique, la maîtrise du franchissement, la gestion du stress, la cohésion de l'équipe, la rapidité de décision en situation d'effort. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement apte à l'utilisation la piste d'audace de la garde républicaine. La première cuvée de moniteurs qui sort fraîchement d'un mois de formation intensive reçoit ses parchemins, désormais prête à transmettre, encadrer et élever le niveau du collectif pour une défense encore plus efficace. Et vous le savez, bientôt le permis de conduire numérisé. Le ministère du Transport et de la Marine marchande prépare la transition vers le format digital en formant son personnel. Darius Maranga chez Limané ont suivi cette séance de formation. Dans l'optique de moderniser le système de délivrance du permis de conduire avec le passage du format carton vers le numérique, le ministère du Transport et de la Marine marchande engage une session de formation destinée à adapter les compétences de son personnel aux nouveaux standards, sous la supervision du directeur du Centre national d'examen du permis de conduire. Le ministère des Transports a pris l'engagement de moderniser le permis de conduire qui va passer d'un format type 3 volets à un format ID1 type carte bancaire. Le permis classique jusqu'à là fixé à 35 000 francs au Centre national d'examen est revu à la baisse au coût de 10 000 francs. Il fallait prendre en compte la poche de tout le monde. Aujourd'hui, les 35 000 francs liés au permis de conduire sont liés à l'examen. Nous avons pensé à faire des efforts pour que tout le monde puisse basculer vers ce nouveau format. Pendant 3 jours, les agents prennent part à une session encadrée visant à renforcer leurs compétences techniques et administratives. Nous procédons au permis numérique, déjà pour la traçabilité, avoir un peu plus d'informations sur toutes les personnes qui seront détentrices d'un permis de conduire. Nous avons appris les mécanismes de digitalisation
qui est un nouveau format sur la sécurisation du permis de conduire. Nous avons appris des mécanismes de sécurité encore plus fiables. Nous disons merci au ministre des Transports, de la logistique, la marine marchande. À travers cette initiative, le ministère entend franchir une nouvelle étape dans la modernisation des services publics liés au transport. En renforçant les capacités de son personnel, il mise sur la simplification des procédures administratives au bénéfice des usagers. Au PK12, le scénario est désormais bien connu. Après chaque opération de déguerpissement menée par les autorités, les trottoirs sont libérés provisoirement. Quelques jours plus tard, les étals réapparaissent et les commerçants reprennent leurs activités. Malgré les interdictions, ils sont là, toujours au piquet. Jaurès Edundon et Richard Moubiwa. Au PK12, le scénario se répète. Après le passage des autorités et le déguerpissement des occupants illégaux des trottoirs, les bordures de la route sont à nouveau pris d'assaut par les marchands ambulants et autres commerçants des produits vivriers qui s'expriment. Nous, on est venu, la ministre des Travaux publics était venue nous dégrépper ici, qu'on ne peut plus vendre. Maintenant, on est revenu, on est là, on a des maisons à louer, il faut manger, il faut payer les taxis des enfants. Donc, nous, on n'a pas de place, il faut aller, on est obligé de revenir ici au marché. Les opérations visent à assainir l'espace public et à rendre plus fluide la circulation dans cette zone très fréquentée. Lorsqu'on a cassé, c'était pour faire déguerpir les commerçants qui étaient dans une posture d'insécurité. On a construit un marché au PK11. En temps normal, un commerçant sérieux et normal va aller s'installer, il va trouver une place au PK11 au lieu de venir se réinstaller sur la route. Beaucoup se sont plaints en se disant, mais pourquoi une chasse alors qu'on n'a pas trouvé un coin? Au 11, là, il y a des places vides. Il y a un nouveau marché qu'ils sont en train de construire juste à la descente du PK13 là. Mais les commerçants n'y vont pas, c'est parce que les gars préfèrent rester là sur la route en espérant que c'est quand on vend sur la route qu'on a plus de clients. Mais non, le client il va là où le marché se trouve. Donc s'il y a un coin de vente, le client va forcément aller s'approvisionner au point de vente au lieu de rester là sur la route. Je pense que sur la route on est quand même beaucoup en insécurité. Entre exigences d'ordre public et urgence sociale, le cycle des déguerpissements continue faute de solutions durables. Voilà, vivement que les commerçants libèrent les trottoirs. La communauté chrétienne catholique a célébré ce jour, le mercredi des Cendres, une célébration qui marque l'entrée en carême. Pendant 40 jours, les fidèles catholiques vivront le cheminement du combat spirituel. Et parmi eux, une chrétienne catholique de la rédaction, c'est Fabiola Mengemokwa. Reportage. Le mercredi des Cendres est le premier jour du carême. C'est une période de 40 jours qui prépare au temps pascal. Le mercredi des Cendres que nous célébrons aujourd'hui annonce le début d'un temps fort de l'Église, le temps de carême. Ça me rappelle aussi les 40 jours que Jésus a passés au désert, dans le jeûne, et les 40 ans de pérégrination du peuple hébreu, marqués par l'imposition des cendres sur le front des fidèles, un signe de notre fragilité, mais aussi un signe d'espérance en la miséricorde de Dieu. Pourquoi demande-t-on un jeûne d'abstinence pendant cette période et quels sont les 3 piliers? Je pense que l'idéal, c'est de ne pas faire du mal aux autres. Il faut prier plus intensément, pas qu'on ne prie pas en temps normal, mais le temps de carême, c'est le temps qui nous est donné pour prier de manière intense, pour nous rapprocher de Dieu. Le partage, comme le nom l'indique, il faut apprendre à partager. Et la pénitence, voilà, la pénitence, c'est se priver de certaines choses et demander pardon pour tous nos péchés. La privation a donc un sens, se libérer du superflu pour revenir à l'essentiel. C'est parfois difficile, mais ce combat spirituel aide à se débarrasser des pesanteurs qui empêchent l'évolution spirituelle et permet d'être plus libre. Rappelons que les cendres sont confectionnées à partir des rameaux de l'année précédente. Et en sport, réussir le pari de la relance du National Foot. Un conclave des principaux acteurs, les présidents des clubs D1, D2, la LINAF et la FEGA Foot autour du ministre des Sports, Paul-Éric Kessani, pour deviser sur les tenants et les aboutissants de cette compétition domestique. Georges Alexis Bada, Lionel Nguema, Justin Jala. La feuille de route partagée par les acteurs du football autour du ministre des Sports en termes de concession de la politique générale, soutien et contrôle.
La bonne gouvernance qui induit la transparence pour cette saison dite de rupture avec la fin des mauvaises habitudes, les subventions D1, D2 revues à la hausse dans un championnat poule unique avec en prime la culture des résultats et de la performance. Des réformes implacables qui vont laisser au quai acteurs qui ne suivront pas la cadence. Les clubs ont parfaitement compris la volonté des pouvoirs publics de pouvoir faire en sorte que nous puissions nous arriver et dorénavant à tout ce qui va être fait en termes de réforme, en termes d'innovation. Sur le foot féminin, le parent pauvre. Il s'agit d'engager une réforme avec ce football féminin. Regardez ce qui peut être fait en termes de participation de ce championnat. Est-ce que nous le gardons en l'état actuel? Est-ce que nous l'orientons vers la Ligue, la LINAF, tout simplement, la ramener au niveau de la Fédération gabonaise de football? Le National Foot se fera avec son diffuseur officiel. La ressource, nous l'avons. Mais le problème, comme vous le savez, nous avions été il y a quelques jours au Maroc. Le problème qui va se poser à nous, ça va être le problème du matériel. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous pensons avoir le matériel avant le début du championnat pour que nous puissions avoir la production du championnat national dans les normes qu'il faut. Les choses se précisent pour la relance du pari du National Foot, même si officiellement pas encore de date de démarrage. Votre revue de presse, c'est maintenant avec Gabriel Guillain-Lemami. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre revue de presse. Depuis quelques heures, la haute autorité de la communication a ordonné la suspension immédiate et nationale des réseaux sociaux au Gabon jusqu'à un nouvel ordre. Tenez par exemple, dans un premier temps, le journal Le Monde évoque la haute autorité de la communication qui justifie cette décision par la diffusion sur les plateformes numériques de contenus inappropriés, diffamatoire, haineux. Pour Radio France Internationale, la décision vise à prévenir les dérives après, selon la haute autorité de la communication, un usage abusif de ces réseaux sociaux. Que nous dit l'agence gabonaise de presse? Selon l'agencier, les plateformes sont abusivement utilisées par certains activistes pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'institutions, de citoyens gabonais et de personnalités publiques en violation des lois en vigueur, notamment la loi numéro 19/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication en République gabonaise. Le journal Le Monde souligne que la haute autorité prenant cette décision prétend ainsi s'inquiéter de la propagation de fausses informations, de cyberharcèlement ou encore de la divulgation non autorisée de données personnelles. Dans le même sens, l'agence gabonaise de presse évoque la HAC qui rappelle que ces actes constituent des infractions sévèrement réprimandées par les textes nationaux en vigueur ainsi que les politiques de modernisation des grandes plateformes numériques. Si la liberté d'expression est reconnue comme droit fondamental, la haute autorité de la communication souligne qu'elle ne saurait s'exercer en violation flagrante des lois nationales et internationales en vigueur. Au-delà de la dimension sécuritaire évoquée, la question centrale demeure: comment concilier lutte contre les dérives numériques et préservation de la liberté publique, s'interroge le journal en ligne Gabon Media Time. Le billet du jour s'intéresse à deux cousins germains que sont les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Leur coexistence enrichit le paysage médiatique, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et leur interaction peut influencer significativement l'opinion publique. Eric Ndiengi, Mbadinga Mwanjok, Rodolphe et Elenvi. Coupé. Il s'agit de la viande braisée consommée en guise de petit déjeuner, devenue une tradition matinale. L'eau et l'électricité sont souvent coupées. Cela devient une tradition quotidienne. Maintenant, on parle de coupure des réseaux sociaux. Mais c'est la guerre sur le net. Tout le monde s'insulte, balance n'importe quoi sur n'importe qui. Et de manière anonyme, bien sûr, avec des vilains mots que tu n'oserais même pas imaginer. Cette annonce a été un choc majeur. Comparée à une coupure à la hache,
soulignant son impact. 127 postes publiés, taux de vilain mot 76%. Fistre, ce n'est plus le soir. Même si cela me tord le cœur à chaque fois, il faut déclencher le processus de bannissement. La coupure des réseaux sociaux, perçue comme un événement majeur, a été relayée par un média traditionnel. Les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont des cousins germains, partageant un destin commun dans la diffusion de l'information, renforçant l'idée de connexion. Les cousins germains partagent des origines et des fonctions similaires, mais ont évolué d'une manière distincte. Les médias traditionnels, presse écrite, radio, télévision, ont longtemps été des principaux canaux de diffusion d'informations et de divertissement. Les réseaux sociaux, quant à eux, ont émergé avec la révolution numérique. Ils permettent une diffusion décentralisée, une interaction forte entre les utilisateurs et favorisent la création de contenu par le public. Cette dimension participative est leur grande différence, même s'ils partagent le but de communiquer. Aujourd'hui, la frontière s'estompe. Les médias traditionnels ont massivement investi les réseaux sociaux, avec les pages Facebook, les chaînes YouTube, les comptes Twitter, X, Instagram, TikTok, pour toucher de nouveaux publics, surtout les jeunes. Il y a donc une sorte d'hybridation croissante. Si les médias traditionnels mettent en avant leur rigueur éditoriale et leur déontologie, ils ne sont pas à l'abri des erreurs, des influences politiques et économiques. Les réseaux sociaux, de leur côté, permettent une pluralité de voix, mais cette liberté peut effectivement favoriser la désinformation et les discours de haine. La vérification des faits, fact-checking, est devenu un enjeu central pour les deux. Les réseaux sociaux excellent dans l'instantanéité, l'immédiateté et la réactivité, tandis que les médias traditionnels conservent souvent un avantage dans l'analyse approfondie. Ils postent trop vite. Je ne peux pas suivre. Les vilains mots sont trop nombreux. Ah! Ces cousins germains évoluent dans une relation à la fois concurrentielle et symbiotique, dans une cohabitation qui n'est toujours pas cordiale, mais qui redéfinit en permanence notre paysage médiatique et notre rapport à l'information. Le cousin germain réseaux sociaux est mal en point. Il a subi l'excommunication. Quelle sanction? Elle met fin à toute communion avec les abonnés, qui seront désormais aux abonnés absents. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, retenez ce que disent les sages ce soir. Ne craignez pas la haine des autres, mais l'hypocrisie de ceux qui prétendent vous aimer. À demain 20h. Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe popa na bibi anche mwazo abede te na bosina butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni Sangoye kumuja tengene nane azaka jebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bawa ibonda shabaduma na oshama ibei batobolo longo mbimo yukama makwalo mo ilongo mbole bei beba ibe yumvu yela bana yangu makolomesh tu mena ba yumvu bambe yake kabaka bei mavu na mang mafuta emo ilongo ndimo ndasha mavu bakwalo lobi beba hene yana mongombi yo kabaka bei mavu mafuta mo ilongo mo yuma la mo apula yana mo wo ochino mutu mena ye wo bi mo tandati mangombi mala ba yuma na mangu mo mandako mala ba yitaka ka mavu mafuta mo mokono malongo la beba ijaya ne chila yo jana mangombi meni ochino bangba pika bo bina bangba yene ya tibatu ba yimo kabaka machangu mao yangaji emo mangombi meni ndi itaka ni chike machangu na juu ilela belondasha mo mavuma kwalo ilongo beiba wo ibondasha baibi mole mo banda bindaku ineni yekipe mavuma mangombi makabaka bei mavumo malongo manye mishinga ba pula yana mo tandati bangba pika ya echila ye mangombi meni manye mishinga ochina bwe batu bai mo kaba mavuma oyangaji emo mangombi meni bangba tanda bo bimo yene ndenonge bangba ijanja mo pikati mavuma pula mo mangombi meni majaka kashima imbu kandik mo yangajiwa
eyumvu ineni ya ajibo melolovu ya pungu emo mashaba mababomo komo bapika mabala kana ishaba lineni leja kaka moshu batumeni ba dumanga biptana eyumvu ineni yebangu baina mitangani emo mavumeni bimo yene ndenonge bangu baipika mo pikati mashaba meni bangu ba pika yati batunda buche gwa kaka ndiko china bwe mashaba meni maja kaka batu mishu omo ilongole labe ndio neno machangu maboshi bajalo na mangshima ya shibokono busha jambia kolo labe opisho bibumi na ndumba bei ba woibondasha lebwele bei be ba sheyuka mavunda bangma kwa na juu ile labe londasha ndi matanda bei tibai wabi mo yumvu yela be ba dumanga ka makolo mesh to biyumbu byambye to bei tushe chabe bangu yali mavunda bangma kwa vuya mo ilongo na babangu myuyi mutulu na motulu itakani Ayue malemba mama si samatima aya onyanzi mbulebe. Sabantia lubo ankani moleba dzanza ankumu malefala la haute autorité de la communication anga dzanza lesi la dzanza ma dzene lempalantia moso sabe. Ato sintia atra ndi boma sa tebe esi ame tangani me toso sabe antia mango manyari. Ngabwa kampa sabe chwe boma vura sabe esi abiani. Ntiaemo okuwa o neni ale kabalo ya yula ebame neni emacholo VIH sida mna IST. Obani okuo neni lubu ngacho yenzi msosua okuwa yuwa moma nde akusa ankanema kipele sala lengaia mese siso. Antia lubaka siso mabana manguli osua. Ilungo ya lunga mayoko bateni ni betebemba bia buche bia bato baso o mangombi yeyata mambaza mabatu baji tandaka matundu ifujeke bikokoi biango nijazaka behaji bia minjanga myabuche o mambaza menemi heu mamentanga una manguja kana mini o mangombi mamina banga batu na mango ni mate ma mina lijazaka behaji biabuche na mango batandana o ngombi ahoitete baji bie mango na boshi na buhulieke intoka mwa bemba bia zoji bia ndeka hongololo dinyoko ni hije ombolo babato ni ningake mintoko omongo mwamini ngabo bia bato bada ba fuje ni soko omambaza me ilongo ya chipe mambo membanga ya inene ya hije bato omongo mwamini ya mujibwa muhemute yumbu ukwa embanganya ya mina jibanga kate mbolu okati bahaka itaka ntoka mwa behaji biabango mamujaza omenkole mamuika nisinjekete mapanga miheu mepeka kate ba yibak intoka ni hulieke intoka mene mwa batu ba tambwa ni waka na embanga mene emna bangati mboluye Musambu wambedi uwapuli waleti mangombi mabibambo mamaved matang rotomateng mochi bated ruifual ba réseaux sociaux tonzo ya vang mambo mabat babaved matang rototeng abes mabena bated la haute autorité de la communication ileti vendre kikesa manzo mamaved matang rototeng uyochi asaye lutu linde karabsuve Mat baba yambole chambo la bibede bibilidi hutsonjina bibated shida na bien bibeda bakweni muleti lolu kwanga muleti lolu kwanga nambisambedi bakatsakla muyambole mubibede mwena Ebanze konza ka mabego mema mikudera miero tengene jaso na kumuja tengene kodote atobendi weko dani ya jetu atengene jaso mbe mikodimia mito baba nakani mimakito kaka mokodi ambero mato baba nakani tibobo mibo mikodi mimombango mibo okoto to mababa na tuena nakadio soje tambo mikodi mieto mine ama mikita ondembe o mikodi mine pingo joma matoko nokoni abo amatwa banakani tambo kumuja tengene akambo tera kitsango mikodi mina dota ani andebe banze amonyo konta kama be omema mabe amemati na yeya mokanda na abo asi dipotenge akesangani bane wena kama hu yango vita ane abeani dota na wenda mbe ane amado asibeani kaba topa kama ne mabe amasaho saho mabe amemati na yeya mikanda mabe amemane madara tambo wana nyumweto twendeke ti wenda mbe tobuso goneki mabe amemane masanyepa tambo mikudera mia de ono
Obe Jakomba, Ndombi Dotamo Sabwe, na Moreto Kasa. Bapunu Mbolwan, di bundu adine ngulu ofual haute autorité de la communication. Ditsbo murag na nyangu, mutsibi bigoli ni biotu, bibio mumunzi. Di bundu di haka, ditungil di siti die dina, mumba bisiengu. Na dugelu, mummonyo, banang babulongu, bimabyo ulil. Batibue liri, barobe temu atibo rabusil, udibulil mameman. Murungi. Umali mabanda tsanda na sida uti banda na nyangu uva ulilu mobilu bibeji di bundu di Nations Unies aditu wa musimu di bundu di Nations Unies aditu wa musimu mibelu miamina di rondi ujaba nantu rungulil ubugil misongu miamina no kumba abamami wako ikumwesa no. Oneno machangu maboshi bajalo na mangushima le bwele beyi bayi taboshi epeshi ye kanda zaire ko le bayi mo luma boshi pinju na tana janja le mena biyumbu bambayi mo pika ndikoloka milima na koloka babila ya shifo konovusha jambia kololabe Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe popa na bibi anchemo azo abedete na boshi na butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene